On va faire un schéma du cycle orogénique, celui qu'on a déjà un petit peu commenté concernant les Alpes, mais là on va un peu plus l'adapter aux Alpes. Donc vous aurez besoin d'une grande feuille dans le sens de la longueur, moi je l'ai pris dans l'autre sens, simplement pour que ce soit suffisamment gros pour que vous arriviez à voir. Donc on va démarrer d'abord à la première étape, qui est l'étape de la divergence. Alors je ne redessine pas les deux étapes, nous les avons déjà dessinées ensemble. La première étape, qui est l'étape du rifting continental qui crée des blocs basculés avec des failles normales qui s'horizontalisent, qu'on appelle des failles lystriques. Et des blocs basculés. Et ceci qui permet à la croûte de s'amincir avec parfois éventuellement un horst surélevé, c'était notre interprétation de la zone briançonnaise. Et puis ça s'amincit tellement que dans un deuxième temps, il y aura rupture de cette croûte continentale. Donc la première étape dans la divergence, c'est ici ce qu'on va appeler le rifting continental. Le rifting continental qui veut dire que cette croûte continentale, elle se fracture sous forme de blocs basculés. Mais donc pour le moment, c'est toujours une seule et unique plaque qui s'est juste amincie le long de son rift. On ne parlera... Oui, pardon, ici il faut que je dessine des gneiss plutôt que des granites. On ne parlera de deux plaques qu'à partir du moment où on est dans la situation que j'ai décrite, où il y a déchirure de la croûte continentale. À ce moment-là, on obtient deux plaques qui sont limitées par une dorsale, puisque je vous rappelle que la dorsale n'appartient pas à une plaque, la dorsale est la frontière entre les deux plaques. Alors ici avec une dorsale un petit peu particulière, donc surtout ne dessinez pas 8 km de croûte, dessinez seulement des petites poches de basalte et de gabbro, elles seraient d'ailleurs déjà beaucoup trop grosses, et un peu de sédiment. Et la croûte océanique d'un océan de dorsale lente comme le Pacifique, c'est juste ça, des sédiments, avec par-ci par-là quelques poches de métabasalte et ou de métagabbro. Il n'empêche que cette deuxième phase s'appelle quand même une phase d'accrétion océanique, puisque je vous rappelle que accrétion, ça veut juste dire création, et effectivement nous créons bien ici un plancher océanique, mais pas par magmatisme, c'est simplement la remontée ici des péridotites, donc tout ça c'est de la péridotite, plus ou moins serpentinisée quand on est au niveau de l'océan. C'est simplement ici que la remontée est lente, ce qui fait qu'elle n'est pas adiabatique, il y a perte de chaleur au fur et à mesure de sa remontée, ce qui fait que quand elle atteint la dorsale, il est vraiment rare qu'elle soit suffisamment chaude pour dépasser le solidus et pour qu'on ait vraiment fusion et formation de magmatisme. Donc c'est parce que la remontée est lente que le magmatisme est rare et qu'on a ce plancher constitué de si peu de croûte. Donc ça c'est la première phase que nous avons largement décrite, la phase de divergence. Nous allons prendre plusieurs points de repère puisqu'ils sont intéressants. On va prendre par exemple ici, on va dire que ceci c'est le futur chenaillé. C'est notre point de repère. Et puis le horst que j'ai dessiné, bien sûr, vous vous doutez que j'ai représenté ici la zone briançonnaise. Et puis dans les massifs que nous avons grandement commentés, on a commenté le cas de Doramera, puisque c'est là qu'on a trouvé de la cohésite montrant la subduction continentale. Donc on va le faire figurer aussi. Et puis la zone Césia,
qui forment l'essentiel de la marge afro-apulienne dans l'endroit où nous faisons la coupe. Donc les 3 éléments que j'ai marqués ici en rouge, les 3 éléments continentaux, seront tous métamorphisés. Il va falloir expliquer pourquoi. Et puis bien sûr, nous avons une zone ici qui sera les éléments du Queyras, et puis quelque part des éléments du mont Vison. Donc pour le moment, bien sûr, les éléments continentaux ne sont pas métamorphisés à cause de l'histoire alpine. S'il y a du métamorphisme, c'est du métamorphisme primaire. Les éléments qui sont océaniques, les éléments de croûte océanique, ont juste un métamorphisme hydrothermal. Passons à la deuxième phase, qui est la phase de convergence. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore expliqué pour quelles raisons on passait de la phase de divergence à la phase de convergence, ni même pour quelles raisons on avait amorcé une phase de divergence. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, de reconstituer l'ensemble de l'histoire des Alpes et de trouver un moteur pour cette divergence suivie d'une convergence. Donc, on va juste noter ici des flèches, donc attention, qui ne représentent pas sigma 3, qui représentent le mouvement. Hein, s'il y avait des outils GPS à l'époque, on aurait vu un mouvement qui s'écarte, donc c'est ça qu'on appelle la divergence. La convergence, au contraire, on va voir les 2 plaques qui se rapprochent. Donc dans ces 2 plaques qui se rapprochent, vous avez l'habitude de dessiner la subduction océanique et elle seule, mais je vous rappelle que la zone briançonnaise et Doramera rentrent en subduction, puisque nous avons des minéraux de subduction pour la zone briançonnaise et Doramera, et puis nous avons montré qu'il existe une racine crustale. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter de la croûte continentale dans la zone en subduction. Alors grandement sous forme bien sûr de roches métamorphiques, avant d'avoir le secteur où il y a le domaine océanique. Donc je vous rappelle, faites attention, hein, on a juste une toute petite couche de sédiments avec juste quelques poches de métabasalte et de métagabbro. On a entre les deux le prisme d'accrétion sédimentaire, et puis on a a priori la marge européenne. Si ce n'est que ici, ce bloc qui est le futur bloc césia, contrairement au modèle classique que l'on vous propose, nous ne pouvons pas proposer ici une marge qui reste parfaitement intacte, puisque le bloc césia a été métamorphisé. Nous sommes obligés de proposer qu'il soit descendu en profondeur. Donc en fait, on a ici un phénomène qu'on appelle un phénomène d'érosion de la marge active. Donc ce sont des phénomènes que l'on arrive assez facilement à reproduire avec des éléments analogiques. Ça va dépendre du pendage de du slab ici, donc de la plaque plongeante, et de l'intensité du rapprochement. On arrive soit à un éloignement, et si on a un peu un éloignement, on peut obtenir aussi une érosion parfois de certains blocs de la marge qui est la plaque chevauchante. Donc ici pour le bloc césia, puisqu'il est métamorphisé, on est bien obligé de proposer qu'il y a eu cette érosion de la marge et qu'il est descendu. La zone briançonnaise aussi, et la zone Doramera également. Donc tout ça descend en profondeur. Et au fur et à mesure que ça descend, parce qu'il est certain que Doramera n'a pas fini son chemin, puisque on sait que Doramera va aller jusqu'à la zone acoésite, donc extrêmement profond. Au fur et à mesure de ces phénomènes, il peut y avoir décrochement, remontée, pas au sens géologique décrochement, détachement, arrachement, d'un massif ophiolitique qui remonte. Et donc, on avait dit que comme ça, on obtenait le massif du Queyras, et par le même phénomène, et remonter toujours via le canal serpentineux, on avait le massif du Viso.
Par contre, je ne peux pas dessiner sur ce schéma ce qui est arrivé au chenaillé, parce que le principe du chenaillé, je vais faire un petit encart ici, c'est que au tout démarrage, donc au moment où on a vraiment le tout début de la subduction, oh pardon, j'allais faire une croûte beaucoup trop épaisse, le tout début de la subduction océanique, alors souvent il y a une fracturation quelque part dans cet océan, et puis on a encore un autre bout d'océan qui est présent ici. Où est la dorsale? Aucune idée, ça n'a pas de raison de craquer particulièrement au niveau de la dorsale, n'importe quelle zone fracturée fait l'affaire. Et ce qui se passe ici, c'est que ce fragment de lithosphère océanique va passer au-dessus, et ici, pour nous, à la fin, on sait se retrouver dans le prisme d'accrétion, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'obduction. Et c'est ça qui va donner à la fin le massif du chenaillé à l'intérieur de la zone du prisme d'accrétion. Donc il suffit qu'il y ait des failles, des fractures dans cette lithosphère. Donc là je vous ai proposé celle de la plaque plongeante, hein, mais si ça se trouve, c'est ici cette plaque chevauchante qui a donné le chenaillé, nous n'en savons absolument rien. Donc quelques éléments de la plaque, un petit fragment, hein, le chenaillé c'est un massif de quelques centaines de mètres, qui se fragmente et qui est par cisaillement déplacé, charrié ailleurs, et ici a été conservé, puisqu'on peut avoir plein de massifs obduits, dont un grand nombre ensuite peuvent disparaître en profondeur. Là on a la chance que celui-ci non seulement a été obduit, mais a été conservé, ce qui fait qu'on le retrouve ici. Donc l'obduction, ça se passe avant qu'il y ait subduction océanique, c'est au tout démarrage de la subduction océanique. Donc on a dit que le mécanisme ici était dû à l'existence de ce qu'on appelle un canal serpentineux, qui par cisaillement permet une remontée des différents matériaux, donc des petites poches ici de massifs ophiolitiques, mais aussi à terme des massifs un peu plus grands, puisque le massif de Dora Mera est celui qui va de loin aller le plus loin, et va même passer ici la frontière quartz, don, cohésite. La zone briançonnaise n'est pas allée aussi profond, elle est remontée assez vite. Ce qui fait qu'elle a un métamorphisme qui est relativement léger. La zone Dora Mera est un fragment qui s'est cassé et qui est descendu beaucoup plus loin, probablement par des contraintes tectoniques. Donc ça, c'est la première étape. On est en convergence, la montagne se crée. Étape suivante, il n'y a plus de convergence. Donc c'est l'état actuel des Alpes. Quand il n'y a plus de convergence, on s'attend à voir un phénomène qui est le phénomène de réétalement. Et on parle de réétalement gravitaire parce que on avait une augmentation de relief qui s'opposait à la gravité, et désormais la gravité tend à faire tomber tout ce qui est en hauteur. Donc si on fait un schéma basé sur le profil écorce, donc je vous rappelle, il ne faut pas beaucoup exagérer le relief. La racine crustale qui est présente ici, avec un petit morceau de manteau qui est coincé entre les croûtes, et puis la petite particularité que nous avons observée au niveau de la zone ivrée, à savoir qu'il n'y a quasiment que du manteau, et puis la zone de marge que j'ai dessinée ici est totalement absente aujourd'hui, parce qu'il y a une grande faille décrochante qui l'emmène vers le nord. Donc nous allons dessiner ici cette grande faille décrochante, parce qu'ici on retombe sur la plaine du Pô, et comme je vous l'ai déjà dit, la plaine du Pô c'est une autre histoire qui n'appartient pas à l'histoire des Alpes. Donc ça c'est la zone ivrée, qui est très en hauteur, bien que la croûte soit extrêmement mince. Et puis ici on a tout le reste. Donc là je fais une représentation simplifiée, je ne représente pas tous les signes de plissement, de charriage, etc. Là la seule chose qui m'intéresse, c'est que à la fin de cette convergence, le résultat c'est que j'ai ici une racine crustale,
que au sein de la racine crustale, il est très fréquent qu'il existe des petits bouts de manteau. Donc ça comme ça, ces morceaux de manteau coincés entre des morceaux de croûte, on appelle ça un coin. Comme en menuiserie. En menuiserie, si vous voulez fendre un morceau de bois, vous allez en mettre un autre qui a cette forme triangulaire qu'on appelle un coin, et puis en tapant, elle va venir fracturer. Donc c'est parce que ça a ces formes triangulaires qu'on appelle ça des coins. Donc ça, c'est ce qu'on avait obtenu à partir du profil écorce, et puis on avait remarqué que la zone ivrée, elle n'était pas du tout en équilibre isostatique, parce que pour le moment, elle ne peut pas faire de mouvements verticaux, parce que certes, la compression ici s'est arrêtée, mais il reste encore des forces de frottement très très importantes, mais au fur et à mesure du temps, donc revenons dans quelques dizaines de millions d'années, il est très probable que la zone ivrée va avoir complètement chuté, et va être à une altitude extrêmement basse parce que c'est ce qu'on attend par les règles de l'isostasie. Alors c'est pas ce point-là que je vais détailler. Ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi est-ce que on va changer de gradient géothermique. Quand on est ici, on a une lithosphère océanique froide qui plonge. Donc c'est elle qui amène un gradient géothermique froid, ce qui fait que quand je suis dans le diagramme pression-température, on est... pardon, c'est inversé. Pression-température. On est ici sur ce gradient, qui est un gradient de haute pression, puisqu'on peut augmenter beaucoup la pression, basse température. Alors je refais ici le schéma pression-température, parce qu'on ne le voyait pas à cause du cadrage sur le schéma précédent. Donc au démarrage, dans l'état numéro 2 que nous avions décrit, donc celui de la convergence, donc j'ai noté grand 2, c'était l'étape précédente, donc on était dans un gradient haute pression, puisque la pression peut augmenter beaucoup, tout en restant dans une gamme de basse température. Et quand une chaîne de montagne vieillit, on passe au contraire dans un gradient de pression intermédiaire, moyenne température. Donc haute pression, basse température, on veut dire 10 degrés par kilomètre. Pression intermédiaire, moyenne température, on veut dire gradient géothermique normal, 30 degrés par kilomètre. Donc la question est, pourquoi, avec le temps, on passe de ce gradient de subduction, tout à fait caractéristique, à un gradient géothermique normal, que du coup on appelle gradient de collision, puisqu'il caractérise cet état où la collision s'est formée et puis est là depuis un certain temps. Donc reprenons notre coupe, on s'aperçoit qu'au lieu des 30 km classiques pour une chaîne de montagne, pour une zone de plaine stable, on n'a pas 30 km, mais cette épaisseur de croûte, plus celle-ci, ou tout ça. Or, dans une croûte, il y a des isotopes radioactifs, que je vais représenter par des petites étoiles. Donc ça, c'est dû au fait que dans les granitoïdes, il y a beaucoup de métaux lourds qui possèdent des isotopes radioactifs. Uranium, par exemple. Donc il y en a sur toute l'épaisseur de la croûte. Donc si vous avez 30 km de croûte, avec une certaine proportion d'isotopes radioactifs, bien sûr, si vous avez 50 km de croûte, vous avez forcément plus d'isotopes radioactifs. Quand ces isotopes radioactifs se désintègrent, ils émettent de la chaleur. Donc bien sûr, la chaleur produite par 30 km de croûte ou par 50 km de croûte n'est pas la même. Donc on a un premier effet, qui est l'augmentation du nombre d'isotopes qui est présent pour fournir de la chaleur. Donc ça, on pourrait le qualifier d'un effet chimique. Et puis on a un deuxième effet qui est un effet physique, qui est que la croûte est un très très mauvais conducteur de chaleur. Donc la chaleur a beaucoup de mal à être dissipée vers l'extérieur à travers ces roches de type granitoïde. Donc si cette chaleur à 30 km à traverser ou à 50 km à traverser, c'est pas du tout la même chose.
Donc le fait d'augmenter l'épaisseur de croûte très peu conductrice de chaleur, donc je vais ici carrément qualifier ça d'isolant thermique, eh bien ça va contribuer à garder la chaleur dans les couches profondes puisque la chaleur a beaucoup de mal à s'évacuer. Et les deux effets vont s'additionner quand la collision est réalisée. Ça augmente l'épaisseur, donc en augmentant l'épaisseur, ça augmente la quantité d'isotopes d'une part et ça augmente la couche isolante d'autre part. Ce qui fait que toute cette zone se réchauffe. Et donc c'est pour ça que progressivement, grâce à toute la radioactivité qui est présente et cette chaleur qui a du mal à s'évacuer, on va passer d'une anomalie froide, on va revenir à une zone avec un gradient géothermique tout à fait normal. Et en même temps, ça va faire de l'anatexie. Alors pourquoi ça fait de l'anatexie? Dans un gradient géothermique normal, on doit se dire, il n'y a aucune raison que ça fasse de l'anatexie. Mais n'oublions pas que dans tout ce secteur, nous n'avons pas des péridotites, mais nous avons de la serpentinite. Parce que c'était le canal serpentineux qui a reçu beaucoup d'eau à cause de la plaque plongeante, mais on peut tout à fait avoir la réaction inverse, à savoir que la serpentinite se retransforme en péridotite, donc avec des minéraux qui n'ont pas de groupement alcool, libérant de l'eau qui peut migrer jusqu'à la croûte. Et dans un gradient géothermique normal, quand on va en profondeur, on va finir par croiser ici le solidus hydraté du granit. Donc bien sûr le solidus sec jamais, mais le solidus hydraté du granit peut assez facilement être recoupé et à ce moment-là, ça veut dire que ces roches vont fondre. Donc ces roches qui sont déjà des granitoïdes fondent, les petites gouttes migrent, se recollectent et en recristallisant vont donner du granit d'anatexie. Et donc ça va se produire un petit peu partout, puisque ici on est justement dans la zone du canal serpentineux, donc c'est un endroit hydraté qui peut refournir l'eau à la croûte. On va avoir à nouveau tout un tas de granits d'anatexie qui sont formés à la base de la croûte. Donc deux phénomènes qui ne sont a priori pas indépendants. Donc le retour à un gradient géothermique normal, et parce qu'on retourne à un gradient géothermique normal en présence d'eau provenant du manteau, il en résulte une anatexie qui forme les granites d'anatexie qu'on appelle aussi leucogranite parce qu'ils sont très blancs puisqu'ils sont très riches en silice. Donc ça c'est vraiment caractéristique de la base d'une croûte lors de la collision. Donc c'est pour ça qu'on va parler ici de gradient de collision. C'est un gradient géothermique normal avec tous ces phénomènes d'anatexie. Alors s'il y a arrêt de la convergence, ce que je vais matérialiser tout simplement comme ça, il va y avoir aussi réétalement gravitaire. Donc ça veut juste dire que les reliefs vont être dégradés par érosion. Donc ça peut être de l'érosion mécanique qui fait tomber les blocs et avec la gravité, les blocs migrent et donc tout doucement, ce relief va être érodé. Mais au fur et à mesure que ce relief est érodé, par l'isostasie, la croûte remonte. Ce qui fait que si on laisse passer quelques dizaines de millions d'années quand même, on va aboutir au quatrième état, qui est la pénéplène. Donc une pénéplène, qu'est-ce que c'est? C'est une zone où il n'y a quasiment pas de relief. Donc on est quelque part entre 0 et 300 mètres environ d'altitude, donc bien sûr à notre échelle là c'est complètement plat. On est sur une croûte d'épaisseur tout à fait normale, mais qu'est-ce que c'est que cette croûte? Eh bien en fait c'est la base de l'ancienne croûte de la chaîne de montagne qui par érosion et isostasie, donc on a les deux phénomènes, érosion, isostasie, et puis mécaniquement, puisque les contraintes ont été relâchées, tout ça s'est réétiré, donc c'est ça qu'on appelle le réétalement gravitaire.
tout ça se réétire, donc tous ces phénomènes s'additionnent, ce qui fait que le matériau s'allonge, mais en même temps remonte. Donc ce ne sont pas des granites que je vais trouver ici. Ce ne sont pas les granites qui sont ici, ce sont les granites qui sont ici en profondeur. Donc je retrouve les fameux granites d'Anatexie. Et peut-être même que certains affleurent à la surface. Et entre ces granites d'Anatexie, je m'attends à trouver les roches qui étaient ici en profondeur, donc des roches métamorphiques, et qui signent un gradient de collision. Donc un faciès granulite par exemple. Et puis il est fort probable que ces roches soient déformées lors de tous ces phénomènes, donc peut-être que, bien que ce soit des choses de grande ampleur, il est probable que je vais voir des déformations, donc très souvent on voit des plis qui sont présents dans cette structure, où on voit des linéations, on voit des étirements, bref, on voit tout un tas de déformations. Et ce ne sont pas des déformations cassantes, bien sûr, ici on attend des déformations ductiles, parce que tout ça s'est formé en profondeur, au-delà des 30 premiers kilomètres, puisque c'est cette portion profonde de la croûte que l'on voit remonter. Et donc cette structure qui est une croûte, mais vous voyez une croûte qui a subi toute une orogénèse, qui est le résultat de toute une orogénèse, c'est ce qu'on va appeler un craton. Alors souvent un craton, on peut même avoir subi 2, 3 orogénèses différentes. On a aussi appelé ça un socle. Alors quand on appelle ça un socle, c'est pour l'opposer à la couverture sédimentaire qui peut venir se reposer dessus. Donc ça c'est uniquement la description de la croûte. En fait, ce qui fait ce réétalement gravitaire, comme toujours, ce n'est pas que la croûte ne peut pas fonctionner séparément du manteau qui est en dessous. Donc en fait, tout ce qui se réétale, c'est l'ensemble du manteau, l'ensemble de la plaque lithosphérique. Donc comme il y a eu ce réétalement, qui concerne l'ensemble de la lithosphère, on a un amincissement de cette lithosphère. Donc l'isotherme 1300 degrés a tendance à remonter là où il y avait le maximum de relief. Et on verra que ceci n'est pas sans conséquence, puisque c'est ce qui sera responsable plus tard, donc il va falloir encore attendre des dizaines de millions d'années. Et à cet endroit-là, grâce au phénomène de l'isostasie, on verra apparaître ce qu'on va appeler un bassin sédimentaire intracratonique, c'est-à-dire au cœur du craton. Et ça, ce sera l'objet de notre prochain TP et du prochain cours. Donc c'est pour ça que j'explique pas tellement ce qui se passe ici. Disons simplement qu'après la pénéplaine, on attend un 5e état, qui est l'apparition d'un bassin sédimentaire intracratonique.